de webinaires. Pourquoi un tel cycle déjà de webinaires sur les filières inclusives? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé au webinaire sur les filières inclusives qu'organise le Graphi. C'est un cycle qui existe depuis janvier. On a déjà eu un webinaire sur la filière inclusive du numérique en mars et donc en janvier, un webinaire sur la filière inclusive du textile. Pourquoi? Parce que nous sommes partis d'un double constat à la base, à la fois une diversité croissante de l'activité des structures d'insertion et un manque de connaissances, voire de reconnaissance de cette diversité auprès des acteurs externes à l'insertion, mais aussi à l'intérieur même du monde de l'insertion. Un constat qui peut être assez simple en apparence, comme je l'explique enfin, je le disais déjà dans les webinaires précédents, l'insertion francilienne semble assez homogène d'apparence avec de grands secteurs d'activité investis par les structures, le BTP, le nettoyage, les espaces verts, les services aux personnes. Après, au-delà de une homogénéité de l'IE francilienne qui n'est que d'apparence, à partir du moment où, au-delà de ces chiffres, on observe une réelle capacité d'innovation des SIE dans un nombre croissant de nouveaux secteurs. Et donc nous, suite à ce constat, ce qu'on cherche dans le cadre de ces webinaires, c'est d'aider à la structuration de filières inclusives, bien sûr en complémentarité de ce qui se fait déjà par les réseaux partenaires et les acteurs publics, les acteurs du secteur, et de promouvoir les filières de l'IAE francilienne auprès de la communauté des structures d'insertion franciliennes et auprès des entreprises des secteurs concernés. S'agissant de la filière agroalimentaire, il y a déjà eu, on va dire, pléthore de webinaires, d'événements enfin, on a beaucoup d'exemples dans les années qui précèdent de témoignages de structures d'insertion de cette filière-là. Nous, ce qu'on a voulu faire par ce webinaire-là, notre valeur ajoutée, c'est plutôt de permettre les coopérations, enfin de par ce webinaire, encourager une amorce de coopération entre les SIE du secteur. Bon, bien sûr, on n'a pas l'ambition enfin, on est persuadé qu'il y a déjà beaucoup de coopération au sein du secteur, mais on remarque qu'il est tellement vaste, ça peut aller du maraîchage jusqu'à la distribution, en passant par le recyclage et beaucoup d'autres sous-secteurs. Voilà, à cause de cette diversité, il y a un fonctionnement quand même en silo où les coopérations peuvent être assez peu existants alors que ça serait pertinent entre les différents acteurs. Donc voilà, d'où l'intérêt d'impulser une dynamique de coopération pour permettre aux acteurs du secteur de se retrouver. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Voilà, ensuite pour terminer ce cadrage, je pense qu'il serait un peu incontournable de parler et ça va sûrement être un des sujets de discussion au moment du webinaire, de la table ronde, je veux dire, des bouleversements que la crise sanitaire a induits dans ce secteur. Un secteur très touché, par exemple, ne serait-ce que pour le secteur de la restauration, heu, on avait après le 1er confinement, 40 des structures d'insertion de la restauration qui estimaient leur perte de chiffre d'affaires à 100 tout simplement, alors qu'il y a un accroissement des besoins en termes de la population francilienne, en termes d'accès à l'alimentation, avec des difficultés d'accès pour des raisons financières, mais aussi physiques, à une alimentation locale, fraîche, saine et d'un prix abordable. Donc face à ça, les structures d'insertion franciliennes ont proposé, dans la période des innovations sociales et économiques pour répondre à ces besoins en hausse. Et je propose à Nicolas Auzière, donc de Coras, à pouvoir nous présenter ces constats de comment les structures d'insertion ont répondu et répondent aux besoins sociaux, enfin aux besoins de la population francilienne en matière d'alimentation. Oui, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Effectivement, on a du coup pensé à ce webinaire autour d'un peu de la discussion et des pistes
de coopération qu'on pourrait construire entre les acteurs du secteur et celles et ceux qui voudraient s'y engager. Euh, donc il y a un côté un peu prospectif dans ce qu'on a voulu proposer, dans le sens où on essaye de construire des coopérations, des solutions pour l'insertion par l'activité économique et les enjeux de l'agroalimentaire en Île-de-France. Ces enjeux, on les avait déjà un peu étudiés du coup dans ce rapport qu'on avait écrit l'année dernière, euh, qu'on avait fait dans le cadre de la task force de l'IAE, qui était une cellule de crise qu'on avait créée avec l'ensemble des membres du corps IAE, donc les différents acteurs qui agissent pour l'insertion par l'activité économique en Île-de-France. Et il y avait un groupe qui s'appelait Diagnostic et Prospective, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, où la première mission, c'était d'analyser l'impact de la crise sur les structures. Et la deuxième, c'était d'essayer de dessiner des pistes de sortie, inspirer des porteurs de projets pour que toutes les activités qui avaient été impactées par la crise puissent trouver des solutions, qui éventuellement, des nouvelles activités puissent remplacer les anciennes, ou s'ajouter dans un contexte de développement important de l'IAE. Ces pistes, on les a voulues comme étant des réponses aux besoins sociaux, dans la mesure où l'insertion par l'activité économique, ce sont des structures de l'économie sociale et solidaire, et donc qui a un objectif de créer des activités qui sont économiquement viables, mais qui ont aussi pour objectif de répondre à des besoins sociaux, environnementaux, c'est-à-dire des besoins collectifs d'une population qui appelle à une réponse collective, donc qu'elle soit publique ou qu'elle vienne d'initiatives associative ou de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on s'est dit qu'on allait rédiger ce rapport pour essayer de comprendre les besoins sociaux en Île-de-France, éventuellement questionner ceux que la crise avait fait évoluer, celles que la crise avait créées. Et on voulait comprendre comment ces besoins s'articulaient en Île-de-France et comment les structures de l'insertion y répondaient déjà et comment elles pourraient, à l'avenir, mieux y répondre. Si tu veux, Dominique, je vais partager. J'ai un Euh, petit PowerPoint. ouais, juste, ouais, j'ai juste Voilà. besoin de regarder un truc avant de repartager, donc je veux bien, ouais, si tu peux. Euh, voilà. Bon, je vais peut-être pas trop m'attarder. Je vais vous présenter la ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'étude des besoins alimentaires en Île-de-France. Et du coup, il y avait tout un chapitre consacré à la filière agroalimentaire dans ce rapport, qui était systématiquement organisé en des constats sur la situation francilienne et ensuite des pistes prospectives. Les constats, ils partent de rapports statistiques, de rapports d'ONG, d'instituts de diagnostic, etc. Les chiffres rapidement sur la question alimentaire. En France, on a 2 millions de personnes qui relèvent de l'aide alimentaire. Et à Paris, on a 6,3% des ménages qui sont en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à une alimentation sûre, avec des nutriments suffisants pour satisfaire leurs besoins journaliers. En Île-de-France, le budget consacré à l'alimentation est plus important. Ça coûte plus cher en Île-de-France de se nourrir qu'ailleurs en France. On a 23% du budget des ménages consacré à l'alimentation contre 20% sur le reste de la France. On a un gaspillage qui est énorme et qui est, une fois de plus, le plus important en Île-de-France qu'ailleurs, avec 84 000 tonnes de nourriture emballée gaspillée par an pour l'ensemble de la France, ce qui représente 2 milliards d'euros de nourriture gaspillée pour notre région. Et enfin, on a un problème d'inégalité important vis-à-vis de l'alimentation, de qualité d'alimentation, avec des taux d'obésité qui sont un des marqueurs de l'inégalité d'accès à l'alimentation. Donc ces taux d'obésité qui sont 2 fois plus élevés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville que dans le reste de la région. Donc on a rapidement, je vous ai montré ces chiffres
pourrait lire le rapport pour avoir peut-être plus de détails, mais le constat, il est tel qu'il y a encore des problèmes d'accès à la nourriture, surtout des inégalités d'accès à la nourriture et un problème de gaspillage important. Et bon, je vous ai pas fait le chapitre sur la pollution et le modèle peu durable encore hein, de notre modèle agroalimentaire en Île-de-France. Donc, les pistes un peu pour résoudre ces problèmes-là, on les a tirées de plusieurs rapports, dont ce rapport qui a été écrit par des chercheurs de la Sorbonne et qui est paru dans la revue Innovation agroalimentaire ou agroéconomique, hem, qui propose 2 pistes de sortie pour une alimentation durable en Île-de-France. Hem, le premier, c'est, bah, une continuité de ce qu'on fait en ce moment, mais c'est en l'accélérant et en le rendant plus performant, c'est-à-dire de spécialiser encore plus nos cultures. Et donc de continuer de reposer sur une importation massive, bah, de soja, hein, et de matières fourragères pour nourrir un bétail important, parce qu'on a encore une alimentation qui est basée sur beaucoup de consommation, heu, protéinée animale, mais ce qui est très coûteux environnementalement. Mais bon, voilà, le rapport développe un peu tout ce système en précisant qu'il pourrait nourrir, durablement la population, mais au coût, bah, d'énormément de consommation de matières, fossiles et de dégradation environnementale. Le deuxième scénario, c'est un scénario qu'ils appellent autonome et demi-terrien et qui viendrait un peu en rupture avec le modèle, actuel et donc il permettrait, bah, de se passer des intrants, de diversifier la rotation des cultures, et de consommer moins de viande, ce qui, demanderait moins d'importation, de matières fourragères et la viande qui resterait produite pourrait s'alimenter avec des matières fourragères produites ici, puisqu'on aurait réussi à diversifier, l'agriculture et ça suppose également donc là, on était à l'étape de la production. Ça suppose une logistique plus importante, pour pouvoir logistique locale plus importante, pour pouvoir, à l'échelle locale, et ben, recomposer la diversité de l'alimentation, qui aujourd'hui, est permise grâce à bah, une logistique mondiale, qui est extrêmement, coûteuse. Bon là, vous avez les détails des chiffres hein, entre, ces différents scénarios. Vous voyez que la différence, elle commence pardon, elle commence ici, là, avec la diminution de consommation des protéines, animales. On est à 232, j'ai pas l'unité en tête, protéines et on passerait à 135, alors qu'on est à 145 de protéines végétales, on passera à 273 et ensuite tout le reste découle de ça avec, du coup des importations ici de fourrage qui seraient à zéro en 2040. Bon, c'est un scénario, qui, est possible, hein, sur le plan, technique, sur le plan biologique, hem, qui permettrait de nourrir tout le monde et qui permettrait de réduire les dégradations environnementales, hem, que cause notre système, agroalimentaire pour le moment et du coup toute la chaîne qui s'ensuit. En revanche, sa mise en œuvre, elle implique une réorganisation importante, des activités, bah, en amont et en aval des, filières agricoles et donc, bah, ça suppose aujourd'hui de se poser la question des activités qu'on mène et notre, réflexion au moment de la rédaction de ce rapport, c'était de dire que, bah, les acteurs de l'ESS pouvaient avoir un poids important pour aller vers ce scénario-là et pour, et ben, tisser les premiers liens qui permettraient à ce scénario, d'exister. Hem, bien sûr, créer tout un système, c'est compliqué et à nos échelles de porteurs de projets, ça paraît difficile de créer l'ensemble de cet écosystème. En revanche, on peut essayer, bah, d'y apporter, quelques pierres et de collectivement, bah, réussir à monter cet édifice et donc pour, bah, redescendre un peu au niveau des actions, qui sont menables au niveau des structures, on a proposé plusieurs pistes qui sont issues des plans, des différents plans publics pour l'agroalimentaire en Île-de-France.
Ces items, je crois, sont issus du plan de la ville de Paris. Il en existe d'autres qui proposent un peu de décliner en actions concrètes des manières d'incarner cette transition. Et donc, il y avait notamment la question de l'approvisionnement local de la restauration, donc réussir à bien faire ce lien entre la production locale et les endroits de restauration, qu'ils soient dans les foyers ou en dehors des foyers, avec cette question de la logistique durable. On a cette question très importante de la culture et de l'éducation alimentaire sur comment se nourrir de façon équilibrée. Les questions qu'on avait tout à l'heure sur les protéines demandent un changement culturel important. Donc, il y a urgence à avoir cette culture et cette éducation sur l'alimentaire, sur les modèles durables de production. La lutte contre le gaspillage, je vous ai présenté les chiffres tout à l'heure. En Île-de-France, le montant gaspillé est équivalent au montant dépensé pour l'aide alimentaire. La résilience du territoire, son adaptabilité aux crises, et donc c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, avec cette nécessité de moins dépendre des importations, notamment fourragères. La résilience des territoires, la gouvernance du système alimentaire, c'est ce qu'on essaie de construire un peu aujourd'hui, de faire se rencontrer différents acteurs qui ont un intérêt dans ces filières et essayer de réfléchir à comment on pourrait bien coopérer et créer des liens entre nous. Et enfin, le rayonnement des démarches citoyennes, et on pourrait rajouter de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire faire rayonner les solutions qui sont porteuses pour venir concurrencer les les solutions de l'agroalimentaire qui s'inscriraient dans un modèle qui ne serait pas durable. Voilà donc brièvement ce qu'on a présenté dans ce rapport auquel vous pouvez accéder en scannant ce QR code, ou je pourrais vous l'envoyer dans le chat comme habituellement quand je présente ce rapport. Je laisse Julien du coup prendre la parole pour la suite, pour qu'il nous présente d'autres tendances macro qui viennent préciser un peu tout ce que j'ai pu présenter. La conclusion, c'est qu'il y a beaucoup à faire dans cette filière pour la rendre durable. Il y a une urgence à la rendre durable, à la rendre inclusive et faire en sorte qu'elle bénéficie à tous et toutes. Et donc, aujourd'hui, on peut essayer de construire des premiers pas dans ce sens. Voilà. Merci, merci Nicolas. Juste pour préciser, avant de laisser la parole à Julien, que le lien est d'ores et déjà dans le chat, pour si vous voulez en prendre connaissance. Et voilà, je reprends la main sur l'animation aussi, Nicolas, par rapport à le partage d'écran, je veux dire. Donc, Julien, si vous voulez bien. Oui. Vous m'entendez là? Très bien. Ok, parce que je suis au téléphone du coup, pour être sûr que ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas. Merci Nicolas Ozière pour avoir fait cette introduction qui situe les enjeux au bon niveau, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre champ de l'IAE sur la question agricole. Donc là, vous avez introduit sur des sujets qui sont de portée. C'est la question des régimes alimentaires et la question des systèmes de production. Et c'est bien tout de suite de situer l'IAE dans le périmètre des questions politiques, des transitions écologiques et sociales de l'agriculture et de l'alimentation. J'insiste sur la dimension politique. C'est un sujet extrêmement sensible, très important et surtout très révélateur des enjeux de transition. Donc si on ne se situe pas sur ces enjeux politiques, on passe complètement à côté. Je peux prendre un exemple des risques que nous avons, nous, à jouer parfois les idiots utiles de ce système. Si on prend la lutte contre le gaspillage alimentaire, vous avez dit les bons chiffres, c'est-à-dire qu'il y a on entretient, notamment par la politique agricole commune, un système de surproduction permanent des biens alimentaires qui sont donc plusieurs fois payés par le contribuable sur l'achat, sur la lutte contre les pollutions diffuses, etc. Donc, on se retrouve avec un système qui surproduit et qui organise la surconsommation.
notamment par les emballages, etc. On en est tous la preuve au quotidien. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est des structures capitalistiques de production et de distribution dans le monde agroalimentaire qui sont fermement défendues par les institutions industrielles, notamment l'ANIA, hein, ou les organismes, les OPA, les organismes professionnels agricoles. Et il n'y a pas de hasard. C'est bien un système qui est construit sur la logique de surproduction et qui solvabilise en partie sa production par les aides publiques. Voilà. Donc ça, c'est les structures du monde agricole. Parfois, nous, quand on a tendance à aller développer des actions qui sont sur des actions de citoyenneté alimentaire, etc., il y a le risque, si on ne prend pas les enjeux à la bonne hauteur, de ne pas faire grand-chose au final, hein, de ne rien changer. Voilà. Donc il faut juste en être bien conscient et savoir dans quoi on met les pieds quand on rentre dans les enjeux agroalimentaires. J'en veux pour preuve, si vous voulez, les arbitrages qui viennent d'être rendus par Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, sur la PAC, après plusieurs mois de soi-disant concertation, hein, d'après un certain nombre d'organisations. Bon, il y a eu des arbitrages qui sont ceux du scénario de la continuité de surproduction, hein, notamment parce que toutes les primes environnementales qui sont réintégrées dans la PAC, etc., sont à des niveaux extrêmement faibles, ce qui fait qu'il suffit d'être un producteur qui respecte la loi pour déjà être à quasiment 2 niveaux de qualité environnementale et de bénéficier de ces primes. C'est pour ça que la Fédération des agriculteurs biologiques organise une manifestation Place des Invalides le 2 juin. Je vous invite d'ailleurs à aller voir leur campagne, puisqu'ils se mettent à poil, littéralement, hein, sur Internet, les agriculteurs bio, pour montrer qu'il y a une remise en cause de l'aide au maintien en agriculture biologique par ces arbitrages de la PAC qui sont condamnés par la plateforme pour une autre PAC, la Confédération paysanne, toutes les structures d'agriculture alternative, la Fédération d'agriculteurs bio, les associations environnementales, y compris France Nature Environnement, etc. Voilà. Donc on est quand même là sur des sujets qui sont très sensibles, et l'Île-de-France en est une traduction, mais alors on ne peut plus évidente, avec une proximité des syndicats, des personnalités des syndicats agricoles, jeunes agriculteurs, FNSEA, AGPB, AGPM, c'est-à-dire les associations de grandes cultures, qui sont issus tous du bassin parisien. Bon, ça nous renvoie à une longue histoire, hein, sur la structuration syndicale du monde agricole, notamment les grands propriétaires terriens, etc., qui avaient fondé un certain nombre d'organisations, dont la FNSEA est devenue l'héritière, etc., via ces grandes organisations d'associations de producteurs. Donc voilà, les enjeux sont très lourds, donc on se demande que vient faire l'IAE là-dedans. Hein. Que vient faire l'IAE là-dedans, voilà. Au niveau national, si je vous ai situé un peu le tableau, il y a eu notamment Cocagne, hein, des initiatives un peu historiques, puisque nous, ça fait 30 ans que le premier jardin a été créé à Besançon. Donc vous voyez, ça fait 30 ans que, à la marge, hein, d'une manière complètement anecdotique, quelques petites structures de travail social, de CHRS, etc., de lieux de vie, ont imaginé des espaces maraîchers. Bon. Ils se sont professionnalisés, mais qui n'ont pas du tout obtenu la reconnaissance du monde agricole. Hein. C'était considéré comme sans aucun intérêt. Il y a eu des frictions, évidemment, comme il y a toujours eu avec l'IAE et les secteurs professionnels sur lesquels l'IAE se positionne, hein, bâtiments ou autres. Ces frictions ont été quelque part annulées, presque, en tout cas quand le réseau Cocagne a systématisé le principe d'une adhésion au groupement d'agriculteurs biologiques départementaux. Voilà. Donc ça veut dire que la place de l'IAE, déjà, elle est forcément liée aux enjeux de structuration du champ agricole. En choisissant d'adhérer aux structures agricoles, en l'occurrence biologiques, des syndicats des bio, le réseau Cocagne a choisi de s'affilier à un certain monde agricole. C'était une façon de trouver des espaces de régulation territoriaux pour l'installation de nouveaux jardins. Donc ça ne pouvait se faire finalement qu'avec l'aval, c'est notre charte, qu'avec l'aval des groupements d'agriculture biologique. Voilà. Donc vous voyez, la place de l'IAE, elle est forcément négociée avec le secteur agricole. Elle doit être transparente dans sa proposition avec le mouvement agricole. Maintenant, on peut choisir son mouvement agricole. Voilà. Il se trouve que l'IAE, vous le savez, développe des fonctionnalités agricoles précisément sur les cultures spécialisées végétales. Ça va être du maraîchage, de l'arboriculture, d'une manière unique de la viticulture, des fleurs, de l'horticulture, etc. Éventuellement des plantes médicinales aromatiques, plantes à parfum. Voilà, des cultures très spécialisées. Donc, on n'est pas dans le champ, évidemment, de l'élevage, on n'est pas dans le champ de la grande culture, etc. Bon.
fait qu'on peut choisir son affinité, son affiliation, et on peut choisir les formes de régulation qu'on va trouver avec le secteur professionnel. En Île-de-France, on va en parler, c'est évidemment autour du groupement, le GAB Île-de-France, le groupement d'agriculture biologique d'Île-de-France, que se jouent principalement les alliances et les stratégies de rapprochement. Voilà. Bon, ça, je tenais à le dire. Il faut, et vous avez bien fait d'introduire là-dessus, chaque fois qu'on propose quelque chose dans l'IAE sur l'agroalimentaire, il faut ancrer cette proposition dans le territoire agroalimentaire. Voilà. On ne peut pas le faire d'une manière totalement déconnectée de la situation agricole et agroalimentaire du territoire. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas avec des propositions, par exemple, d'unités de transformation, de petits circuits courts, de logistique, etc., qui se font à l'aveugle du monde agricole et de l'agroalimentaire tel qu'il est situé sur le territoire. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes champs ministériels. Nous, on va dépendre du ministère du Travail et de l'État déconcentré via les DRETS, là, etc. Voilà. On n'a pas de lien, très peu de lien avec les autres ministères, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en particulier. Voilà. Donc, tout l'effort qu'on a à faire, c'est effectivement de rapprocher ces deux mondes et de créer des espaces de dialogue entre ces deux mondes. Alors, je vous le dis ici, nous, on organise le 17 septembre prochain, l'après-midi à la Maison Cocagne, bon, il y aura le festival alimentation, et il y aura une table ronde sur acteurs agricoles et acteurs sociaux, où on veut discuter de qu'est-ce que c'est que le social dans l'agriculture et qu'est-ce que c'est que l'agriculture dans le social. C'est une discussion politique, hein, sur nos fonctionnalités et les attentes du monde agricole vis-à-vis de nous, leur représentation vis-à-vis de nos publics, et qu'on puisse dialoguer sur les sujets de l'accessibilité alimentaire, de l'emploi, comment on peut, nous, être des passerelles emploi pour les évolutions du monde agricole, et la question des transactions économiques et des modèles économiques hybrides partagés qu'on peut avoir pour le service ou au compte d'eux du monde agricole. Et là, on pense évidemment à tout ce que vous avez cité, évoqué par la mairie de Paris notamment. Voilà, donc ça, c'est un point d'agenda pour clore cette partie que je voulais centrer sur la question des relations institutionnelles avec le monde agricole qu'il faut à chaque fois trouver et négocier. Sur les enjeux que vous avez évoqués d'évolution des attentes sociétales et la façon de placer l'IAE dans ces attentes sociétales. Vous avez cité les exemples de la mairie de Paris, bon, qui est assez avant-gardiste hein, sur les relations, sur la question ville-campagne et l'approvisionnement de sa Restauco et les alliances à faire avec les mondes ruraux sur l'approvisionnement. C'est des choses qui ont été faites avec le secteur bio, en particulier en Normandie, etc. Bon, il y a des choses intéressantes. C'est un élément illustratif d'un positionnement d'associations d'élus locaux, notamment, qui se sont toutes positionnées sur les systèmes alimentaires territoriaux, les projets alimentaires territoriaux. Donc, on peut citer notamment l'Association des régions de France, qui a eu des positionnements forts avec les systèmes, avec un congrès à Rennes il y a quelques années qui a institué les systèmes alimentaires territoriaux. Vous avez l'Association des maires de France, évidemment, qui est positionnée comme les départements de France sur ces sujets. Il y a eu un webinaire il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec l'Association des maires d'Île-de-France, dans lequel je suis intervenu, avec François Dechy, par ailleurs, qui était l'ex-cofondateur de Baluchon et qui est intervenu sur la question des circuits courts, etc. Je vous invite à voir son interview sur le site du RTES, le réseau des élus sur l'économie sociale, où il intervient précisément sur nos sujets là dont on parle, ce qui prouve qu'il y a des associations d'élus locaux qui se positionnent. Je pense aussi à France Urbaine, dans lequel on va retrouver notamment une commission dirigée par Audrey Pulvar sur la question des projets alimentaires territoriaux des métropoles et des grandes communautés d'agglomération. Si vous allez sur leur site, vous retrouverez leurs positionnements qui sont complètement convergents, tous convergents, avec une transition écologique et sociale de l'agriculture et de l'alimentation. Voilà. Donc, il y a un moment historique, franchement historique, qui se passe là sur une crise permanente du système agricole, mais permanente, totale et permanente, un positionnement sociétal marqué par des collectivités qui veulent aujourd'hui aller sur de nouvelles alliances et de nouvelles constructions, principalement autour des enjeux d'autonomie alimentaire et d'augmentation de la qualité de l'alimentation, de relocalisation des systèmes de production. Et les citoyens, les habitants, nos publics, qui sont effectivement, évidemment, en attente de solutions concrètes pour pouvoir évoluer dans leur régime alimentaire et dans l'accès à une alimentation de qualité. Cet alignement des planètes est unique, hein, vraiment unique. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis là-dedans. Bon, c'est vraiment quelque chose qui change. La preuve,
La preuve, c'est la question de la restauration collective et de la bio dans la restauration collective, qui finalement n'a. Vous souvenez-vous, il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2007, qui n'a finalement accouché de rien. Et oui, je vais finir. Et enfin, disons que je suis qu'au début de l'introduction là. Hein, je pense. Inquiété un peu, Nicolas. Voilà. Et ça n'a jamais vraiment décollé. Et là, on voit bien qu'il y a une évolution. Hein. Depuis les États généraux de l'alimentation là, de 2017, il y a eu effectivement, par exemple, 28% d'augmentation de la bio dans la resto depuis 2017, ce qui est tout à fait nouveau. Ce qui prouve que sous la pression de la loi, alors la loi, hein, c'est relatif, pas vraiment contraignant, mais sous cette pression normative, les collectivités ont avancé leurs demandes sur la question de l'approvisionnement. Voilà. Donc, on a vraiment un alignement de planètes qui est très surprenant, très intéressant. J'en veux pour preuve aussi les très nombreux projets qui ont été déposés par les SIAE dans le plan, dans le FDI Axe 2. Le réseau Cocagne a été particulièrement soutenu avec des visites ministérielles multiples et variées, voire premières ministérielles, sur des jardins, cocagne ou pas cocagne, hein, mais sur des jardins, des systèmes maraîchers d'insertion. Évidemment, c'est un support d'insertion qui est très valorisé parce qu'il est à dimension interministérielle. Et il symbolise à lui seul le sens qu'on peut donner à l'action publique de l'IAE. C'est-à-dire que c'est une IAE transformatrice des territoires, une IAE transformatrice des systèmes de production agricole. Et je dis c'est un symbole, hein, parce que il n'y a pas un comité interministériel autour d'une proposition d'IAE sur les secteurs agroalimentaires. On a bien essayé de pousser cette proposition, elle n'est jamais arrivée. Elle est arrivée d'une manière informelle, voilà, à travers différents plans de relance qui ont été soutenus d'une manière convergente. Donc c'est à nous aujourd'hui de faire des propositions parce que le politique voit bien qu'on donne du sens à l'action territoriale en mêlant le social et les enjeux de transition environnementaux de l'agriculture et de l'alimentation. Voilà. La balle est dans notre camp. C'est pour ça que je conclus là-dessus, et j'aurais eu bien d'autres choses à dire, notamment sur la situation en Île-de-France. On va lancer, nous, un appel à manifestation d'intérêt fin juin, qui a pour ambition, justement, donc ça c'est un petit brouillon, qui a pour ambition d'essayer de repérer quels sont les projets structurants en IAE sur la question des territoires agroalimentaires. On fera certainement un focus sur l'Île-de-France pour ce premier appel à manifestation d'intérêt qui est produit par nous, c'est-à-dire à nous, associations, pas institutions, pouvoirs publics. C'est à nous de faire des propositions et à nous de recevoir des candidatures des pouvoirs publics. On inverse le système. Voilà. On n'est pas à la remorque des demandes des collectivités, on essaie de repérer dans les collectivités celles qui sont au niveau de la structuration de projets. Parce que vous ne l'avez pas dit, mais la question de l'IAE sur l'agroalimentaire est lourde techniquement, capitalistiquement, managérialement. C'est une affaire très compliquée, très structurée, très sérieuse. Voilà. Donc, c'est à nous de définir des prérequis, un cahier des charges sur lesquels les collectivités doivent pouvoir se positionner pour avoir des propositions d'accompagnement matériel et immatériel qui soient situées sur 5, 6, 10 ans. Sinon, rien ne peut se faire. Et c'est un appel à manifestation d'intérêt qui est dirigé vers les ensembliers, vers les associations d'IAE, notamment du territoire francilien, celles qui existent déjà, et qui seront les porteuses de ces structures, mais qui vont les co-construire avec les propositions des collectivités. J'ai demandé au GAB Île-de-France, avant cette réunion, comment ils se positionnaient sur ces enjeux-là. Ils ont aujourd'hui une animatrice des collectivités d'Île-de-France sur ces sujets-là, et des gros projets sont attendus par les collectivités entre 20 à 60 hectares. Rien que ça, par des collectivités d'Île-de-France. Voilà. Donc ça passerait par les collectivités et notamment le GAB Île-de-France, et on verrait dans quelle mesure sur ces projets de collectivités peut se greffer tout ou partie de projets d'insertion portés par vos structures, qui viendraient du coup être soutenus, mais à nous de définir ensemble. Je propose un comité régional suite à cet appel à manifestation d'intérêt, où on puisse analyser tous ensemble quelles sont les propositions des collectivités et qui est en capacité d'y répondre, sous quelles conditions. Voilà. Donc c'est à nous de définir les conditions de réussite. Profitons de l'alignement des planètes pour définir nos conditions d'émergence de territoires agroalimentaires en IAE. Merci. Merci Julien pour cette présentation complète du secteur et de ses enjeux. Maintenant, je vous propose de passer de suite même à la table ronde. Donc, pour peut-être vous présenter
comment dire, l'intérêt, la structuration surtout de la table ronde. Celle-ci sera structurée en grands domaines, en fait, correspondant aux grandes étapes de transformation du produit alimentaire. Donc, qui nous permettront d'aborder les activités des structures d'insertion du secteur dans leur variété et surtout les enjeux, les problématiques que se posent les différents acteurs qui vont intervenir et tous ceux qui veulent participer à chaque étape de cette transformation du produit, on va dire. Donc, en introduction de chaque étape, un intervenant aura l'opportunité de présenter ses activités en Île-de-France. Pour vous présenter rapidement les étapes, c'est dans la production, la logistique, la transformation, la distribution, avec l'intervention de Tara Buch, chargée de projet Cultivons la ville à chantier école Île-de-France pour l'étape de la production. Cédric Péchard, le directeur du chantier d'Ande, le potager de Marianne à Arungis, et Flavien Guittard, le directeur de Croix-Rouge Insertion à Pro 77 pour la logistique. Domitil Flichy, fondatrice et dirigeante de Farinez-vous, donc une entreprise d'insertion au moment de la transformation, et Zofia Smik, présidente d'Abeille Aide et Entraide, au moment de la distribution. Voilà, donc je vais laisser maintenant, je ne sais pas si tu veux compléter sur cette introduction de la table ronde, Nicolas? Brièvement, oui. Enfin, l'idée, c'était d'avoir ces différentes étapes, effectivement. Comme le disait Julien, c'est lourd pour des structures d'insertion de s'investir dans ce système agroalimentaire. Et donc, je remercie d'autant plus les participants qui ont répondu nombreux à nos appels d'intervenir pour nous éclairer sur les solutions qu'eux ont trouvées. Et avec la consigne, la demande qu'on leur faisait de nous présenter leur structure et éventuellement les pistes de coopération qu'ils imaginaient pour le secteur entre nous. Et on pourrait, à l'issue de cette discussion, euh, bah, estimer notre capacité collective et essayer d'imaginer des solutions pour la coopération. Donc l'idée, c'était qu'on ait des personnes pour un peu incarner les différentes étapes de la production. Alors c'est imparfait, il manque probablement des maillons de la chaîne. On voulait aussi un peu incarner la diversité des solutions. C'est pour ça que Abeille Aide et Entraide, qui a un ACI de production maraîchère et une association intermédiaire qui intervient dans la restauration collective, on vous a placé plutôt au moment de la distribution, même si je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur la production, donc n'hésitez pas à aborder les deux sujets. Mais voilà, l'idée de cette table ronde, c'est vraiment que ça soit participatif, que chacun puisse un peu incarner les différentes étapes et nous présenter les solutions, les freins qu'il rencontre, qui pourraient être résolus par de la coopération. Allons-y, commençons par la production avec Tara, il me semble, pour commencer. Bonjour, oui, merci pour toutes ces introductions. Du coup, moi, je suis chargée de projet Cultivons la ville au sein du réseau Chantier École Île-de-France, qui est le réseau francilien des ateliers et chantiers d'insertion. Le réseau Chantier École favorise les échanges de pratiques entre ces structures adhérentes, l'amélioration de la qualité des parcours d'insertion et la mise en œuvre de partenariats. De cette manière, le réseau accompagne de nombreux ateliers chantiers d'insertion et porteurs de projets d'insertion qui ont investi le champ de l'agriculture urbaine et l'alimentation durable et qui sont regroupés autour du projet Cultivons la ville. Cette action en réseau, qui est possible avec le soutien de la Ville de Paris et le Fonds social européen, permet de mettre en commun les structures d'insertion et des porteurs de projets pour faciliter les synergies, les retours d'expérience et la coopération. Pour ces acteurs, donc des chantiers d'insertion en agriculture urbaine, leur mission principale n'est pas de nourrir la ville, mais bien l'insertion sociale et professionnelle. L'agriculture urbaine ici est utilisée en tant que support pédagogique et de remobilisation.
afin de permettre des personnes accompagnées d'acquérir des compétences spécifiques liées aux activités agricoles en milieu urbain, mais aussi de révéler des compétences transférables à d'autres domaines d'activité, donc la restauration, transformation alimentaire, la vente en boutique, logistique de distribution, voire l'animation. Parmi les activités d'insertion menées en milieu urbain et souvent en quartier prioritaire ou en renouvellement urbain, on peut citer le maraîchage en pleine terre, en toiture, en serre verticale, l'apiculture, la production de fleurs locales, la collecte et le compostage des biodéchets, l'animation de jardins partagés, de pépinières de quartier, la production de champignons ou de micro-pousses pour le plus grand bonheur des gastronomes en ville. Et ces structures d'insertion portent également des activités de transformation alimentaire, anti-gaspi, des épiceries solidaires. Au-delà donc de la production en soi, les chantiers d'insertion en agriculture urbaine créent donc des emplois en insertion autour des nouveaux métiers urbains et qui peuvent aussi susciter des vocations en agriculture. Les ateliers chantiers d'insertion donc contribuent à tisser les liens sociaux et améliorer le cadre de vie en ville en redonnant de l'espace à la nature en ville. Et ces initiatives aussi participent à la sensibilisation des salariés en parcours d'insertion, mais aussi des habitants de la ville, à la transition écologique et l'alimentation durable. En termes de constat de départ, de nombreuses structures d'insertion s'appuient sur le fait que parmi les personnes éloignées de l'emploi en ville, notamment des personnes issues de l'immigration, souvent sont issues du milieu rural. Donc, le fait d'être embauché en chantier d'insertion en agriculture urbaine, ils ont des savoir-faire et des compétences en agriculture donc, mis de côté par le fait d'habiter en ville, qu'il est possible de remobiliser pour en faire une plus-value. En termes des enjeux et des leviers à activer pour ce qui est l'insertion professionnelle, l'insertion en emploi durable à travers l'agriculture urbaine, si les salariés en parcours d'insertion, en chantier d'insertion en agriculture urbaine pratiquent dans leur quotidien des activités en lien avec la gestion du végétal, à la sortie de leur contrat en insertion, un emploi agricole n'est pas souvent envisagé pour diverses raisons. Tandis que pour répondre aux enjeux de la relocalisation de l'alimentation et accompagner ce développement ou l'évolution de l'agriculture francilienne, notamment en termes de création d'emplois agricoles, les structures d'insertion œuvrant dans l'agriculture urbaine pourront jouer un rôle pour amener ces bénéficiaires vers du salarié agricole, voire des projets d'installation en périphérie de la ville. Pour cela, des actions sont nécessaires pour créer de l'envie autour des métiers de l'agriculture, mais aussi de sensibiliser aux opportunités et aux dispositifs d'insertion sur des métiers donc, de l'agriculture et sensibiliser sur la diversité des filières qui sont liées. Donc, sensibiliser auprès des demandeurs d'emploi, les prescripteurs qui accompagnent ces personnes et qui vont les orienter vers les structures d'insertion, mais aussi donc, les entreprises agricoles ou du paysage qui pourront établir des partenariats avec les structures d'insertion pour accueillir des salariés en parcours en stage et avec des opportunités d'embauche par la suite. Mais il y a des liens peut-être à faire avec des centres de formation agricoles. Donc, en région parisienne, on peut citer l'école du Breuil qui forme des porteurs de projets en agriculture urbaine, même si les BPREA, qui sont des brevets professionnels de responsables d'exploitation agricole, sont plutôt destinés à des futurs porteurs de projets ou des personnes qui vont reprendre des fermes. Il n'y a pas forcément des formations spécifiques en région parisienne pour qui amènent vers de l'emploi agricole moins qualifié, mais qui demandent quand même un accompagnement et une formation. En région parisienne, on peut citer l'appel à projet qui a été lancé récemment par la ville de Paris
Paris Fertile qui vise à faire émerger des formations professionnelles au métier de l'agriculture durable et aux activités de transformation agricole également. En gros, il y a un ensemble d'actions qui va de la sensibilisation jusqu'aux actions de pérennisation des fermes portées par les chantiers d'insertion, en passant par l'appui à l'émergence de projets, la formation et l'installation, qui permettrait de créer des emplois pérennes dans une agriculture respectueuse de l'environnement et créatrice de liens ville-campagne. Peut-être je finirai juste en précisant le projet Cultivons la ville, donc, qui est porté par le réseau Chantier École depuis 2017. Donc, à l'origine, il s'est traduit par un collectif de 4 structures adhérentes au réseau qui se sont rapprochées dans une démarche de diversification d'activités vers l'agriculture urbaine. Et ensuite, afin de poursuivre ce travail et l'essaimer à d'autres structures d'insertion et porteurs de projets, depuis 2019, Chantier École a initié un groupe de travail dans l'idée de faciliter les échanges entre les structures d'insertion et les porteurs de projets. Donc, ça se passe par l'animation de réunions, de groupes de travail, des rencontres terrain, avec la participation des structures d'insertion, des porteurs de projets, et en fonction des thématiques d'autres réseaux tels que le réseau Cocagne, Cité Jardin, qui est donc le projet qui rassemble les régies de quartier autour de l'agriculture urbaine, ou bien la FOP, qui est l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Donc voilà, si vous portez un projet d'insertion ou vous voulez vous rapprocher d'une structure d'insertion en agriculture urbaine pour étudier des opportunités de partenariat, n'hésitez pas à me contacter et vous pouvez consulter, je pense que le lien a été partagé dans le chat de notre carte qui est disponible sur notre site internet, qui repère tous les ateliers chantiers d'insertion et des projets solidaires en Île-de-France en agriculture urbaine et alimentation durable. Voilà. Merci beaucoup, Tara, pour toutes les précisions. Du coup, ce que je retiens parmi toutes les infos, c'est ce besoin de tisser des liens, notamment avec le monde hors IAE, sur l'agroalimentaire. Et ça rappelle ce que nous disait Julien un peu en introduction aussi, hein, c'est de s'inscrire dans le reste du monde agroalimentaire. Donc, à voir comment on peut construire ensuite. Mais j'imagine que Chantier École Cultivons la ville est déjà bien actif dans cette dynamique de rapprocher nos secteurs. Donc, merci beaucoup pour cette intervention et sur ces pistes à construire. Je vais laisser la parole à Cédric Péchard du chantier Ande, le potager de Marianne, qui va pouvoir nous parler de la logistique et ça sera fait de concert avec Flavien Guittard par la suite, qui a également un chantier d'insertion et une entreprise d'insertion de la Croix-Rouge sur ces activités. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler d'Andes, qui est une asso qui a été fondée en 2000, qui a été reprise par le groupe SOS en 2019 et qui a 2 activités principales. Tout d'abord, on est une tête de réseau pour 420 épiceries solidaires en France qui sont portées en grande majorité par des associations, mais aussi par des collectivités. Et ces assos, ces épiceries solidaires, en gros, permettent à 170 000 bénéficiaires de bénéficier de s'approvisionner en produits de qualité, mais avec une participation financière qui est de 10 à 30% de la valeur marchande de ce qu'ils achètent. L'idée, c'est de rentrer dans une boucle vertueuse et de leur permettre, à travers ces économies, de rembourser une dette, financer un achat, une formation ou autre. Donc, mais on est bien dans une logique participative, une aide alimentaire participative qui redonne aux personnes qui vont dans ces épiceries solidaires la possibilité de choisir et donc de retrouver une certaine connexion avec le monde économique s'ils en étaient exclus. On a distribué l'année dernière 18 millions de repas à travers ces structures-là et on se développe fortement en termes de nombre d'épiceries que l'on installe à travers toute la France. Pour approvisionner ces épiceries, on a des solutions d'approvisionnement qui sont des plateformes logistiques. On en a 4 en France, une à Lille, Marseille, Perpignan, et moi je gère celle de Rungis, dont je vais vous parler, qui s'appelle le potager de Marianne. Ces plateformes, elles ont
plusieurs actions qui s'entremêlent. C'est tout d'abord des pôles d'approvisionnement anti-gaspi. Donc, on récupère des invendus dans les marchés de gros dans lesquels nous sommes installés. Et on complète ces invendus. Donc, on va faire du tri. On va vraiment avoir une grosse action anti-gaspi. Et on complète ces invendus par de l'achat. Donc, on est aussi une centrale d'achat solidaire pour l'ensemble de l'aide alimentaire. Et on a livré comme ça l'année dernière près de 3000 tonnes de fruits et légumes à plus de 230 associations qui donc dépassent largement le cadre des épiceries solidaires Andes. On a des actions régionales. Sur la région parisienne, il y a 60 épiceries solidaires Andes, mais j'ai 150 clients qui sont l'ensemble des structures d'aide alimentaire de la région. Et en fait, on fait marcher ces plateformes d'approvisionnement, donc qui sont des plateformes solidaires, avec une logique inclusive dans la mesure où nous sommes des chantiers d'insertion. Sur un GIS, on accueille 35 personnes en insertion avec un taux de retour à l'emploi qui est de 70%. C'est-à-dire que nous sommes très, très professionnels. On a vraiment une activité de grossiste, de livreur, de préparateur de commandes qui est au plus proche des besoins du marché dans ces domaines-là. Mais comme tout chantier d'insertion, on est d'abord là pour faire de la remobilisation des personnes qu'on accueille et une grande partie repartent vers d'autres métiers que la logistique. Mais néanmoins, on est perçu au sein du marché de Rungis comme un grossiste, comme un autre, avec les mêmes contraintes. Simplement, on livre uniquement l'aide alimentaire. On a d'autres pôles d'activité au sein de nos chantiers d'insertion. Sur Rungis, on a développé une activité de prestation de services pour des paniers de fruits et légumes. Donc on a une capacité en ce moment de 500 paniers par jour qu'on va démultiplier dans les mois qui viennent, qui nous permet de répondre à des demandes de start-up de l'anti-gaspi. Donc là, on fait de la prestation de services pour faire des paniers, mais on a de plus en plus de demandes des villes pour livrer directement, non plus des assos à la palette, mais de livrer de monter des pôles de distribution de paniers de fruits et légumes. Et donc aujourd'hui, on livre des cagettes qui font 10 kilos dans lesquelles on a un mélange prédéfini de produits. Donc ça, c'est un nouveau pôle d'activité qu'on est en train de développer. Et sur l'ensemble du chantier, l'année dernière, on a livré presque 1000 tonnes de fruits et légumes, dont une grande partie venait d'invendus. Voilà, donc l'action de l'intégration de notre activité anti-gaspi, meilleure qualité de l'alimentation et inclusive, elle se fait avant tout pour permettre à l'aide alimentaire d'avoir accès à des fruits et légumes de frais, ce qui est vraiment notre particularité. On travaille aux côtés des banques alimentaires qui ont le même fonctionnement que nous, c'est-à-dire une demande de participation forfaitaire financière aux associations qui nous le demandent. On va avoir la possibilité de les livrer. Donc, on a une flotte d'une dizaine de camions sur Paris qui font la livraison du dernier kilomètre pour approvisionner toutes ces structures. Et on a aussi la possibilité d'accueillir les structures qui viennent au marché de Rungis pour leur proposer des fruits et légumes à un tarif conventionné qui est limité dans une fourchette limitée pour pouvoir donner un accès le plus large possible à la gamme la plus intéressante du moment, dans la mesure où on fonctionne comme un grossiste avec une liste de produits, une liste de fruits et légumes que l'on diffuse chaque mois à nos clients, qui leur permettent de choisir, donc réellement de passer commande de ce qu'ils veulent, et à charge à nous ensuite de trouver ces produits en volume et en variété, soit d'invendus, soit sous forme d'achat auprès de nos partenaires grossistes. Voilà un petit peu le fonctionnement du potager de Marianne. Et on a le même type de structure donc dans ces 4 grandes autres régions de France. Et on a vocation à couvrir et à faire un maillage sur l'ensemble du territoire national petit à petit en diffusant nos produits depuis Rungis, Marseille, Perpignan, mais sur d'autres pôles qui seraient des relais qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin que nos régions d'origine. Donc ça, c'est la direction dans laquelle on va dans les années qui viennent. Et on est à la recherche de structures qui pourraient être intéressées par valoriser nos propres invendus, c'est-à-dire des produits qui ne sont plus aptes à l'état brut, à une consommation ou à une distribution, mais qui peuvent être cuisinés. Et donc là, voilà, on développe aussi des partenariats pour valoriser les produits qui ne sont plus distribuables pour l'aide alimentaire.
Voilà un petit peu le fonctionnement du potager de Marianne. Merci beaucoup, Cédric. Et du coup, on peut enchaîner directement avec Flavien. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Flavien Guittard, je suis directeur de l'établissement Appro 77, qui est un des 14 établissements de Croix-Rouge Insertion. Croix-Rouge Insertion étant une filiale nationale de la Croix-Rouge française, dédiée, comme son nom l'indique, à l'insertion par l'activité économique. Et sur Appro 77, donc l'établissement a été créé en 2017. À la base, l'idée, c'était de créer une plateforme logistique au service de l'aide alimentaire dans le Grand Est francilien, on va dire, avec un schéma de l'aide alimentaire qui était très concentré sur Paris et la Petite Couronne et qui, depuis pas mal d'années, engendrait des difficultés pour certaines associations rurales assez éloignées. Et donc, le choix a été fait au niveau de Croix-Rouge Insertion en partenariat avec la Banque Alimentaire, puisque du coup, on est entrepôt de la Banque Alimentaire, de créer cet entrepôt logistique donc à Savigny-le-Temple, donc dans un territoire, on va dire, plus accessible pour les associations du milieu rural, mais assez proche quand même de la région parisienne pour pouvoir faire la jonction entre les deux. Et organiser au mieux ces espaces de distribution logistique. Donc 2017, création du chantier d'insertion sur ces activités d'aide alimentaire et d'avoir cet outil logistique et puis d'être immergé dans ce monde de l'aide alimentaire, de l'anti-gaspi, etc., nous a amené à nous poser beaucoup de questions sur la transition alimentaire avec à l'époque aussi, Julien évoquait tout à l'heure Baluchon, avec des discussions à l'époque avec François Dechy. Et il nous est apparu que effectivement notre outil logistique, le travail qu'on menait, l'outil de production qu'on avait mis en place pouvait répondre à d'autres enjeux. Et donc, on a travaillé depuis 2019-2020 à la création d'une nouvelle activité sur les circuits courts alimentaires locaux. Et donc, on a lancé cette activité en 2020. On est en train de la conventionner entreprise d'insertion. Et l'idée est de pouvoir organiser plus facilement les flux entre guillemets B2B, donc entre professionnels, donc les flux d'approvisionnement, donc que ce soit de la restauration traditionnelle, la restauration collective, des épiceries locavores, des grandes et moyennes surfaces, qu'elles puissent plus facilement s'approvisionner auprès des producteurs locaux. Et pour les producteurs locaux, d'avoir cette solution de commercialisation et de logistique qui leur permettent également de plus facilement pouvoir distribuer, vendre leurs produits en proximité et hors des schémas vente directe aux particuliers qui, par ailleurs, se développent et fonctionnent très bien, sur lesquels il y a beaucoup d'autres solutions qui se sont développées depuis des années, sur lesquelles l'économie sociale et solidaire et l'IAE est déjà positionnée. Mais là, du coup, pour nous, il y avait cet enjeu de pouvoir proposer quelque chose vraiment aux professionnels de l'alimentaire sur ces approvisionnements. Voilà, donc aujourd'hui, on a donc sur la plateforme logistique, on a 2200 mètres carrés d'entrepôt, on a à peu près 1000 espaces palettes secs et on a plus de 150 mètres carrés d'espaces réfrigérés. Et là, on est en train d'essayer de construire également, à la fois pour le projet économique et aussi pour le projet d'insertion, de mettre en place une flotte de poids lourds, de petits poids lourds pour commencer, mais qui permettrait à la fois à nos salariés en insertion de pouvoir accéder à des métiers sur lesquels il y a des forts besoins de recrutement et qui nous permettrait également de passer un cap au niveau de l'approvisionnement logistique, sachant que, encore une fois, nous, notre plus-value, vu notre situation géographique, elle est vraiment sur l'interconnexion ville-campagne et d'organiser ces flux de moyen niveau, entre guillemets, on va dire. On n'est pas sur des très gros volumes, mais on n'est pas non plus sur
sur la livraison du dernier kilomètre aux particuliers ou avec vraiment de la logistique fine. On est vraiment sur cette zone intermédiaire sur laquelle il y a des enjeux à la fois au niveau insertion de professionnaliser des salariés et de les faire accéder à des métiers qui recrutent et sur lequel il y a des enjeux sur la filière agroalimentaire, des enjeux d'accompagner ces mouvements qui sont en cours que Julien Ada a très bien expliqué tout à l'heure, mais aussi d'essayer de rendre ces flux logistiques plus vertueux, moins émetteurs de CO2. Donc, on est en train de réfléchir à comment convertir progressivement notre flotte de véhicules pour aller sur des solutions plus écologiques. Là aussi, vu les territoires sur lesquels on intervient, le tout électrique aujourd'hui n'est pas possible pour nous. Nos collègues de Pantin qui un entrepôt Croix-Rouge Insertion à Pantin hors alimentaire, lui a une flotte quasiment exclusive de véhicules électriques parce que Paris et Petite Couronne, c'est faisable sur des plus grands espaces avec en plus des camions réfrigérés. Aujourd'hui, les technologies ne le permettent pas. Donc, on est en train d'étudier comment pouvoir convertir notre flotte de véhicules à des solutions plus propres. Voilà, donc pour en revenir un peu aux enjeux de transition et de coopération, l'idée du projet, de notre activité, il est aussi d'accompagner les producteurs dans leur transition. Donc aujourd'hui, la production agricole en Île-de-France, c'est beaucoup de monoculture céréalière et donc l'enjeu de pouvoir proposer des solutions comme ça, c'est d'accompagner les mouvements qu'il y a de diversification des productions avec des producteurs qui commencent à revenir au maraîchage et à revenir à des produits qui du coup peuvent être consommés localement et qui peuvent alimenter cette transition alimentaire. Donc, il y a cette volonté vraiment d'accompagner les producteurs dans ce mouvement-là et à ce niveau-là, et au niveau des solutions à logistique qu'on leur propose. Donc, certes, il y a le transport, le conditionnement, le calibrage, etc. Mais il y a aussi un certain nombre de besoins que peuvent avoir les producteurs sur de la main-d'œuvre en local, etc. Et pour lequel je pense que le modèle de l'association intermédiaire peut être une vraie solution. Donc, dans les pistes de coopération locale qu'on est en train de voir, c'est de voir comment nous, le réseau de producteurs qu'on a, aujourd'hui on travaille avec à peu près 25 producteurs locaux, comment on peut y intégrer des collègues du territoire, associations intermédiaires qui pourraient compléter l'offre de services qu'on amène à ces producteurs et créer du coup une vraie synergie au niveau des acteurs de l'insertion par l'activité économique et de pouvoir proposer une solution plus complète aux producteurs locaux. Voilà, dans les autres pistes de coopération qu'on a, bien évidemment, travailler avec les structures d'insertion qui font du maraîchage. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train aussi d'organiser, de structurer, de travailler avec des structures d'insertion qui sont restaurateurs ou traiteurs et qui ont aussi cette volonté. Et d'ailleurs, dans les prémices, encore une fois, je parlais de Baluchon, mais il y en avait eu d'autres. Dans les prémices du projet, il y avait cette attente aussi d'un certain nombre de traiteurs d'insertion qui avaient envie d'avoir ces achats locaux et qui étaient en difficulté soit pour trouver des bons producteurs, soit pour organiser le flux logistique. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour nous est important de pouvoir aussi travailler en coopération avec ces acteurs-là sur notre activité. Et puis, comme ça a été dit, je pense, par pas mal de monde depuis le début, il y a des coopérations locales avec des acteurs ESS, IAE de territoire, mais sur des projets plus locaux. Là, par exemple, sur l'agglomération de Fontainebleau, on a des sollicitations en cours sur lesquelles on essaie de travailler avec d'autres structures du territoire et qui accompagnent aussi la transition alimentaire plus localement à des
à des niveaux moins larges, mais qui ont également beaucoup de sens parce que à la fois les gens sont demandeurs de ça et de pouvoir consommer le produit qui a été planté et qui a grandi dans le champ à côté de chez eux, mais parce qu'il y a aussi là aussi, comme l'a largement expliqué Julien tout à l'heure, des enjeux sociétaux importants et sur lesquels nous, à notre petit niveau de logisticien en insertion, on essaie de contribuer. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Flavien et Cédric. Du coup, plein de pistes dans ce que vous avez dit. J'ai noté chez Cédric l'importance du coup de faire encore mieux pour que nos déchets deviennent des ressources pour revaloriser ce qui sort des structures et qui pour l'instant n'est pas utilisé. Et du côté de Flavien, tisser des liens locaux, notamment avec des associations intermédiaires dont on aura une représentante tout à l'heure, mais d'autres structures à un niveau local, voire ultra-local, qui rappellent l'importance des réseaux. Je vois qu'il y a des réseaux départementaux autour de la table, des réseaux régionaux comme Coras, la FAS et probablement d'autres qui sont ici aussi. Le Graphi, bien évidemment, qui est notre interréseau. Donc, voilà, c'est cette capacité de mettre en réseau des structures avec les autres est permise par des acteurs comme ceux-ci. Donc, n'hésitez pas à les contacter si jamais il y a des besoins de mise en relation comme ça. Et on pourra construire ces liens entre CI, AI, EI et ETTI. Ce sont les 4 modèles. Alors, il y a des EITI qui arrivent maintenant, mais pour le moment, en tous les cas, nos 4 modèles principaux dans l'insertion par l'activité économique. Est-ce que Domiti est là pour nous parler du coup de la transformation des produits? Donc, on a eu la production, la logistique, et maintenant, on a Domiti qui peut nous parler de comment les produits qui arrivent de la ferme et de la production sont transformés chez Farinez-vous, qui est du coup une boulangerie, plusieurs boulangeries à Paris. Oui, Je bonjour sais à pas tous. Bonjour, Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Donc oui, nous, on est entreprise d'insertion boulangerie artisanale. Donc ça fait 11 ans qu'on existe. La première donc, a ouvert à Gare de Lyon et la deuxième dans le 13e. Donc, on essaye d'avoir cet aspect effectivement insertion et d'être sur le développement durable le plus possible, même si ce n'est pas simple avec l'histoire d'avoir un commerce et d'être avec le plus grand nombre de consommateurs possible. Donc, on travaille donc à différents niveaux. On va avoir évidemment le sourcing des matières premières, qui est déjà un vrai sujet en tant que tel. Nous, on a fait le choix d'être donc avec un meunier qui travaille avec des artisans, mais qui est relativement un gros meunier. Donc, c'est les Moulins Bourgeois qui sont à la lisière d'Île-de-France. Ils travaillent sur une gamme bio. Des fois, on travaille aussi avec certaines céréales anciennes, mais on travaille aussi des céréales conventionnelles parce qu'on fait le choix d'avoir une baguette premium, d'entrée de gamme, qu'on vend à 1 € et on souhaite le faire. On est à lisière de quartier politique de la ville et avec pas mal de logements sociaux dans la boulangerie du 12. Et donc, on voulait aussi pouvoir avoir cette gamme-là. Et c'est un vrai sujet quand on achète de la farine bio, notamment, on est sur un coût. Je pense quotidiennement, un peu comme Flavien, toi, tu parlais sur la flotte de véhicules avec la technologie qui est compliquée. Il y a marqué que ma connexion est instable. J'espère que ça fonctionne quand même. Ok. Donc, par exemple, on avait la question du beurre, qui est nous un gros sujet chez nous parce que techniquement, il doit être. On prend des beurres de 1 kg pour faire les croissants.
il doit être relativement sec. Enfin bref, donc si on veut du beurre bio comme ça, il vient d'assez loin. Il vient de Hollande. Alors ça a peut-être changé depuis 2-3 ans, mais enfin, en tout cas quand j'avais fait la recherche. Sinon, donc on a préféré être sur du beurre AOP. Est-ce qu'il aurait fallu essayer d'être sur du beurre plus local? Enfin, donc à chaque fois le choix entre proche, loin. Et pas si simple. Est-ce qu'il faut travailler avec des bananes ou pas? J'entendais la semaine dernière, j'ai fait un événement, le Why, sur l'alimentation durable. Et il y avait Maxime de Rostolan, qui est donc le créateur de Ferme d'Avenir, qui disait qu'il valait mieux manger du riz d'Inde qu'un bœuf élevé aux hormones en Bretagne. Je trouve que c'est intéressant cette question, mais elle dépend de chacun. Enfin, c'est une question politique aussi parfois. Donc voilà, donc au quotidien, on essaye de résoudre avec nos petits moyens et de faire des choix. On travaille aussi sur nos invendus parce qu'évidemment, c'est un gros sujet. Quand vous rentrez dans une boulangerie le soir, s'il n'y a qu'un pain, vous allez peut-être vous auriez voulu d'autres choses. Donc, on a beaucoup travaillé l'année dernière sur ça pour à la fois avoir une gamme, donc la gamme de produits qui ne se conservent pas le lendemain, d'essayer de faire qu'ils soient vendus dans la journée. Par exemple, d'avoir plus de viennoiserie à partir de 11h midi et d'avoir d'autres produits qui se gardent. Et on est une entreprise d'insertion. Je vois un message qui dit donc on est une SIE, entreprise d'insertion. Donc on a travaillé là-dessus, voilà, pour essayer de faire qu'on perd le moins possible d'invendus. On travaille avec une nouvelle application qui s'appelle Quinto, qui nous aide à quantifier ça, parce que c'était aussi très compliqué pour nous d'avoir un vrai suivi entre les deux boutiques, entre la production qui travaille la nuit et la vente qui fait la fermeture le soir. Donc, c'est des anciens de l'industrie, contrôleurs de gestion, qui sont en train de créer une application à destination des commerçants artisans. Donc ça, c'est un super truc. On a aussi, ça c'était un projet que moi j'avais mené, mais juste avant le confinement, donc on a finalement dû arrêter parce qu'on est très impacté quand même par la crise. Travailler sur l'éco-conception de produits. En fait, donc nous au niveau artisanat de la boulangerie, je pense qu'on va quand même être très impacté. On l'a vu il y a quelques années avec le prix du beurre qui avait pratiquement doublé de prix. Dans 10 ans, la viennoiserie sera probablement plus celle-ci. Parce que c'est à partir de produits animaux, c'est relativement gras, c'est sucré. Donc, il faut essayer de commencer à inventer les produits de demain. L'industriel, les universités travaillent beaucoup là-dessus. L'artisanat, pas du tout. Donc, il va quand même falloir réfléchir à l'avenir de la filière. Alors, moi, spécifiquement sur l'artisanat boulangerie notamment, parce que c'est vrai que on est très concurrencé, hein, ça c'est pas nouveau, mais c'est vrai que est-ce qu'on va vers un produit qui devient un produit de luxe et qui devient un croissant qu'on achète une fois par mois? Est-ce qu'on reste un produit qu'on consomme quotidiennement comme c'est le cas aujourd'hui? Et le fossé aussi dans l'alimentation alors je caricature, mais entre les personnes qui vont au Lidl et qui ont très peu de moyens pour se nourrir et ceux qui vont dans les endroits bio de la capitale. Il y a certains endroits où c'est quand même extrêmement cher de se nourrir. Et donc de plus en plus, ça c'est aussi, nous on essaye d'être un petit chaînon entre ces extrêmes-là. Et donc, la quatrième chose, on essaye de travailler sur la sensibilisation des consommateurs, évidemment. Donc, par exemple, l'année dernière, on a fait le choix, qui était un fort choix économique, donc c'était en septembre 2019, il y a 2 ans maintenant, d'arrêter les menus avec boissons, d'une part parce que ça pousse plutôt la consommation de boissons alors qu'on n'a pas forcément. Donc, ça a un impact environnemental. Et on voulait arrêter le soda. Donc, on n'a plus que des produits bio qui sont relativement chers à l'achat. Donc, on ne pouvait pas faire des menus qui nous semblaient corrects en termes de prix. Donc, c'est encore aujourd'hui une explication à donner de pourquoi vous n'avez pas de coca. On ne fait pas de poisson non plus, ça depuis le démarrage du projet. On ne fait pas de thon ni de saumon parce qu'ils sont trop consommés et que je n'ai jamais réussi pour l'instant à faire des sandwichs corrects à base de sardines. Mais on va y arriver.
et que ça sent très fort la sardine dans les frigos. Mais ça commence à être un peu plus… on voit des choses qui se font. Et on essaie de développer la consigne. Ça, pareil, on a été impacté pas mal par la crise sanitaire avec le télétravail et des clients qui nous disaient non, mais c'est trop compliqué pour nous. Mais même avant ça, voilà, c'est une vraie sensibilisation des consommateurs. Je pense qu'on le voit quand même tous au niveau, voilà, un titre personnel. C'est quand même pas si simple d'être zéro déchet. Enfin, ça demande des habitudes qu'on n'a encore pas tous. Voilà. Merci beaucoup, Domitille. Ouais, du coup, on voit j'ai l'impression que plus on avance dans la filière, plus les problèmes se multiplient. Mais c'est peut-être qu'une impression. Mais du coup, beaucoup de pistes, notamment du coup en amont sur le sourcing des produits et sur même la recherche des recettes, où là, du coup, il y aurait, je pense, beaucoup à gagner à connecter entre elles les structures qui sont dans vos activités, à voir si on ne pourrait pas produire ou accompagner cette recherche, ne serait-ce que sur la question des consommations des aliments, parce qu'il y a des ressources qu'on pourrait transmettre aux structures et les accompagner pour essayer de mieux comprendre collectivement. La boulangerie avait vraiment baissé en gamme de façon très forte. Et entre guillemets, c'est grâce aux supermarchés et à leur venue sur le marché du pain que la tradition a été inventée et que la qualité du pain s'est énormément améliorée. Donc, bon, parfois, il peut ressortir aussi des choses intéressantes de la mise en concurrence. Donc, il faut être… voilà, il faut… Enfin, pour moi, c'est des partenaires plus que des concurrents. D'accord. Je sais qu'on a du coup Rachid Warty d'Equalis autour de la table qui du coup a des actions sur l'aide alimentaire également. Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Avant, juste désolé de vous interrompre, j'ai pu avoir Sophia qui a des problèmes de micro. Il semblerait qu'elle ait essayé de parler mais qu'on ne l'entendait pas. Donc, elle va essayer de se reconnecter pour se présenter quand même, ça serait pas mal. Et moi, je suis désolée, dans 2-3 minutes, je vais devoir vous laisser. J'ai une autre réunion aussi qui… Bon, très bien. À ce moment-là, de toute façon, il n'y a visiblement pas énormément d'interventions. J'ai juste lu une question, pardon, sur comment nous, on était perçus par nos concurrents. Moi, je suis au syndicat de la boulangerie. Je suis élue représentante du 12e et j'ai à cœur depuis 11 ans de faire vraiment partie de l'écosystème de la boulangerie. On est vu un peu comme des aliens parce que l'entreprise d'insertion, ils ne connaissent pas trop. Mais on est petit et on le fait… et on le fait avec tout le monde, donc je pense qu'on n'est plutôt pas trop mal perçu. Voilà. D'accord. Ça lie vraiment à l'introduction de Julien qui disait qu'il faut s'inscrire dans l'écosystème existant et le transformer un peu de l'intérieur, quoi, visiblement. Exactement. Ce que vous faites chez Farinez-vous. Très bien. Juste pour rebondir sur ce que dit Domitille et ta question juste avant sur les supermarchés, qui concernait plus le pain, mais oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous nos convictions personnelles et puis après, il y a comment on essaye aussi de casser un peu ces représentations, ces barrières et puis de travailler avec tout le monde. Alors, sans être dupe, mais en essayant de se dire que si on veut que les choses changent, il faut aussi essayer de faire infuser au-delà de l'ESS, stricto sensus. Et donc, nous, sur notre action, on essaye aussi d'aller chercher les supermarchés
d'essayer de valoriser du coup les producteurs locaux et la production locale au sein des supermarchés, alors tout en ayant effectivement en tête qu'un des axes importants de notre projet, c'est la juste rémunération des producteurs. Donc on n'ira pas à n'importe quel prix, mais en tout cas, on ne va pas s'interdire d'essayer de faire le lien, même si ça se fait déjà et ça ne nous a pas forcément attendu, mais d'accélérer en tout cas ce mouvement-là. Bien. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Du coup, j'ai noté des pistes de peuvent rester. N'hésitez pas, du coup, à prendre la parole si vous le voulez. Steven, n'hésite pas si besoin. Pour faire du coup une première conclusion pour ceux qui doivent partir à 10h30, déjà, je vous remercie beaucoup d'être intervenus. J'ai noté des pistes. Il y a des pistes d'activité encore disponibles pour la FIAE, notamment pour rendre encore plus circulaire cette filière. Donc, il y a du travail. Je vous transmettrai une petite synthèse de ces échanges et de toute façon, le replay sera mis en ligne. Voilà. Et continuons de travailler ensemble et essayons maintenant de passer à la construction d'un plan d'action. En tous les cas, ça enrichira le plan d'action du GRAFI, c'est certain. Oui, tout à fait. Merci Nicolas. Tout à fait. Nous enverrons cette synthèse, une synthèse du webinaire dans les semaines qui viennent. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et pour ceux qui ont participé également. Et aussi pour vous rappeler que le cycle des webinaires sur les filières inclusives n'est pas fini, vu que nous aurons encore un webinaire animé par notamment Vincent Muller qui aura lieu à partir du 2e semestre sur la filière cycle et vélo, et un webinaire animé par Bruno Garcia qui aura lieu vers septembre, je crois, à confirmer. On n'a pas les dates de ces 2 webinaires sur la filière du réemploi économie circulaire. Donc voilà, on vous tiendra bien entendu informé des dates lorsqu'elles auront été validées et des intervenants. Merci à tous. Du coup, est-ce qu'on peut prolonger? Est-ce que Steven, tu voulais intervenir? Tu proposais de passer la parole à Rachid Warki, juste un petit peu dans la continuité des enjeux en termes de rapprochement entre secteurs. Au niveau de la FEDE, ce qu'on avait identifié et le travail qu'on essaye d'engager, c'est le rapprochement avec effectivement le secteur de l'aide alimentaire et notamment de l'hébergement, qui est engagé là dans une démarche d'évolution un petit peu et de montée en qualité sur l'alimentation qui est proposée en centre d'hébergement. Et donc, on pense qu'il y a des liens à faire importants pour rapprocher les structures de l'IAE et ces structures-là, et des ponts à construire. Donc voilà ce que je voulais signaler. Je ne sais pas si toi, Rachid, tu veux pour ta structure indiquer un petit peu ce que vous faites là-dessus, mais il y a un gros enjeu aujourd'hui puisqu'il y a eu pas mal d'appels à projets nationaux qui aussi veulent accompagner un peu ce type de démarche. Ouais, c'était juste ça, Steven, mais comme on y conclut là, donc il n'y a pas de souci. C'était surtout pour rappeler quand même par rapport au public, on l'a constaté avec Julien sur les jardins de cocagne, énormément de précarité au niveau des publics qu'on accompagne et il devenait urgent. Alors, beaucoup d'initiatives autour de l'alimentation et de la production maraîchère en Île-de-France et des circuits bio, mais ce qu'on ne dit peut-être pas assez, et c'est la remarque que je ferai moi par rapport à ce webinaire, c'est que de plus en plus, on accueille des publics de plus en plus précaires sur les dispositifs et on est vraiment, vraiment censé aussi accompagner des gens qui ont faim, des gens qui ne savent plus manger et qui mangent vraiment, qui viennent sur les lieux avec le ventre à moitié vide. Il y a quelque chose à mettre en place. C'est là-dessus que nous avons travaillé avec d'autres acteurs. Et ce que je voulais rajouter, parce qu'on est entre nous, là, on parle des réseaux autour de l'insertion, l'entreprise d'insertion, les chantiers d'insertion. De plus en plus sur le territoire, sur les territoires, beaucoup d'associations se professionnalisent ou vont aussi sur le champ de l'aide alimentaire, vont donner aussi viennent taper aux portes de certains jardins de cocagne pour que Cocagne puisse aussi livrer des légumes frais dans des hôtels, dans des centres d'hébergement. Et cette structuration doit se faire avec tous ces acteurs qui sont présents sur les territoires. Et on ne parle pas assez de ces associations qui œuvrent et qui veulent aussi être présents. Et c'est ce que moi, j'ai pu avoir la chance, grâce
à ma présence au sein de la FAS et de Cocaille, j'ai pu rencontrer des acteurs qui veulent aussi s'adosser à ce que nous faisons. Voilà, je voulais faire un peu résonance à tous ces acteurs qui sont là. On a été retenus aujourd'hui sur des projets avec d'autres sur cette action, sur cette thématique de l'alimentation et de l'insertion. Il y a pas mal de choses à construire et comme l'a dit aussi Julien ce matin, la question est aussi à nous, professionnels, de faire réagir les politiques sur la nécessité très vite d'une reconnaissance de ce que nous faisons et de professionnaliser à outrance ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'accord. En formation, c'est pas le message? Je n'ai pas entendu. Cette professionnalisation, elle passerait par du coup un recours à la formation plus important? Ouais, c'est à la fois la formation, mais c'est pas uniquement ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est que souvent quand on parle, nous, acteurs de l'insertion, on parle au niveau des adhérents ou des structures qui sont déjà reconnues ou qui font de la formation ou de l'insertion par le travail. Ce qu'on ne dit pas assez, il me semble, dans les réseaux, c'est qu'on doit s'entourer aussi des acteurs qui sont déjà impliqués sur les territoires. Et aujourd'hui, on court tous, et je le remarque de plus en plus sur les appels à projets, sur des publics qui ne sont plus visibles. On parle des NEET, on parle des invisibles. On parle de migrants qui n'arrivent pas à être véritablement accompagnés. Et si on veut le faire, c'est comment aussi s'associer et faire aussi écho aux structures qui sont impliquées dans les structures d'hébergement, qui sont aussi connues à la fois dans le secteur de l'hébergement d'urgence, mais aussi toutes les petites associations ou taille moyenne qui interviennent, alors peut-être pas sur le champ de l'insertion ou de la formation, mais plus communément dans le champ de l'aide sociale. Et je pense qu'il faut quand même faire résonance et faire un grand appel à ces associations. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, complètement. Et du coup, là où moi je voyais une des solutions par la formation, c'est plutôt des solutions par le maillage territorial que tu réponds, mais du coup, c'est hyper intéressant. Peut-être que, ce que j'y pense en ce moment, peut-être que la stratégie de lutte contre la pauvreté pourrait amorcer quand même ce lien entre les différentes associations qui essayent toutes d'aider les mêmes publics, mais parfois dans des secteurs différents. Alors avec les moyens que sont ceux de la stratégie de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire pas énorme, hein. Mais il y a une opportunité là, il me semble, à travailler dans cette dynamique. Avec le graphier, on y est engagé et il faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Et ça rappelle l'importance des réseaux et du travail qu'on mène. Merci beaucoup du coup pour cette intervention. C'est moi qui Par vous remercie. ailleurs, tu rappelles quand même l'urgence aussi, hein, qu'on a peut-être moins évoqué pendant tout le webinaire, mais il y a effectivement une urgence. On rappelait 6% de la population en Île-de-France en situation de précarité alimentaire. Ça doit être quand même en tête de nos préoccupations, encore aujourd'hui. Merci du coup à tous et toutes.